Voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la 69e vidéo, c'est une occasion un petit peu spéciale, donc dans laquelle je vais vous parler du film La forme de l'eau. Ça va parler d'amour et bien d'autres choses. Donc c'est parti. Concrètement, le résumé du film, dans un contexte de guerre froide, une femme muette amie avec une femme de couleur, qui malheureusement, à l'époque, les femmes n'avaient pas beaucoup de droits aux États-Unis, et il en est de même pour les personnes qui avaient une sexualité un petit peu atypique, telles que les homosexuels ou autres. Donc le film va parler et va tourner essentiellement autour de l'amour, et c'est assez intéressant la façon dont c'est mis en avant. À travers ces trois axes que je vais vous présenter, quelles sont les interactions et les conséquences des choix et des comportements de ces individus dans le film. Certains diront que c'est une poésie, d'autres diront que c'est une fable, le film. En tout cas, il est assez sombre, mais il parvient à nous émerveiller à travers ce huis clos, cette nuance de bleu nuit et de verdâtre jaunâtre, avec ce côté un petit peu nauséeux. Le premier axe du film, qui est le titre, La forme de l'eau, concerne en réalité la richesse intérieure de chaque individu, chaque protagoniste qui se retrouve dans le film. Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que la forme de l'eau, le narcissisme, c'est-à-dire que, pour rappel la mythologie, Narcisse, c'est quand il s'est penché pour boire, qu'il s'est noyé dans la rivière. Donc concrètement, lorsqu'on va parler de narcissisme en termes de richesse intérieure, il s'agit donc du premier niveau, d'où le premier axe, et c'est à ce moment-là qu'on va voir en fait quels sont les comportements des individus, quelle est la richesse intérieure de chaque individu dans le film. Au final, on va s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule personne qui a une véritable richesse intérieure et qui est le personnage principal, qui est la protagoniste qui va tomber amoureuse de la créature. Et ça, c'est très intéressant. Donc du coup, tous les autres ne vont pas assumer qui ils sont, tous les autres ne vont pas accepter ce qu'ils sont et quelles sont leurs richesses intérieures. C'est aussi pour ça qu'il va y avoir des blocages dans le film. Le deuxième axe concerne le fait que la forme de l'eau, lorsqu'on parle de la forme de l'eau, l'eau fait aussi référence en termes de symbologie à la vie. Et donc la forme de la vie, c'est aussi le film, le reflet de chaque individu, comment ils perçoivent la vie à travers le film. Donc toujours dans ce contexte de guerre froide, Elisa, le personnage principal, a une autre particularité, c'est qu'elle sourit à la vie, elle est toujours enthousiaste, elle est toujours dans la joie, le partage, dans la légèreté, dans l'appréciation des petites choses, et elle se différencie, elle fait un contraste, elle est contrastée par rapport à l'atmosphère du film, au comportement des autres individus. Et ça, c'est très intéressant parce que pour elle, la vie, c'est se faire plaisir, c'est aussi façonner sa vie. Et c'est ce qu'elle fait dans le film. Alors que tous les autres subissent un conformisme. Volontairement, involontairement, par soumission ou alors par acceptation. Et ça, c'est très fort dans le film. Elisa, qui est muette, qui par défaut est différente, mais c'est une différence qui est invisible, à la différence d'autres personnes, ou de la créature. Donc du coup, elle assume complètement ce qu'elle est. Et ça, c'est extraordinaire. En assumant dès le départ ce qu'elle est, elle va accepter et saisir les opportunités que lui offre la vie, à travers le film. Et ça, c'est magnifique. Tandis que tous les autres, ils subissent la vie. Sa meilleure amie de couleur, Zelda, elle va subir la vie. C'est juste à la fin, au niveau du climax, qu'elle va commencer à sortir, à s'affirmer. Son ami garçon qui est homosexuel à Elisa, mais qui est également en difficulté, ne parvient pas du tout à s'assumer. Et il en est de même pour l'antagoniste, dans lequel lui ne parvient pas du tout à s'assumer parce que il a été élevé, on comprend qu'il a été élevé à la dure, il a été élevé avec un côté très protocolaire, et ce qui fait qu'il ne parvient pas à sortir de ce protocole-là. Il est lui-même enfermé dans une prison qu'il a créée. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, pour tous les autres protagonistes, la vie est
un conformisme dans lequel chacun a sa place. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, Elisa le prouve très bien. Et ça, c'est très fort. Et pour terminer, le troisième axe concerne en fait la forme d'amour. Et c'est la forme d'amour à deux niveaux. L'amour de soi, mais aussi l'amour que l'on va donner aux autres. Et ça, on le voit très très bien dans le film. Elisa parvient à s'aimer elle-même et elle parvient surtout à donner. Et en plus de donner, il en est de même de la créature, donc il y a un échange réciproque. Et surtout, l'amour, il est magnifié, il est transcendé à travers l'imaginaire, parce que l'amour, ce n'est pas seulement un corps physique, c'est avant tout un esprit, une façon de fonctionner, c'est avant tout une façon d'être et de partager. Et au final, à travers le film, on se rend compte qu'il n'y a que Elisa et la créature qui parviennent réellement à sortir de cet échappatoire qui est le conformisme de la société dans laquelle ils vivent. Et l'amour, au-delà de l'imaginaire, au-delà des sensations, au-delà des émotions, ils partagent en fait un monde qu'ils ont créé eux-mêmes. Et ils commencent en fait à le diffuser. Par moments, c'est vrai que ça va être un petit peu critique parce que la réalité va les rattraper, mais dans tous les cas, ils ont réussi à créer quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, on va avoir une perception de l'amour qui est très naturelle avec Elisa, qui est la sensualité, l'émotion, le partage, la cognition, etc., etc. C'est très puissant. Et d'un autre côté, on va avoir l'amour qui n'est pas du tout naturel, qui est animal, au niveau de l'antagoniste, donc le méchant, qui lui se soucie de ses propres besoins plutôt que se soucier de sa femme. C'est pour ça que aussi la symbolique, d'ailleurs tous les tons du film sont basés sur le bleu, le vert et le jaunâtre et le verdâtre. C'est-à-dire que le bleu, le vert symbolisent l'amour, notamment le jade, etc., etc. D'accord ? Tandis que lorsqu'on va vers du verdâtre, du jaunâtre, ce qui est le cas de l'antagoniste, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui a stagné, et quelque part on voit l'individu stagner tout au long du film, qui est en train de se décomposer. C'est-à-dire qu'il commence à avoir des parasites, il commence en fait à mourir. C'est-à-dire que l'eau n'est plus aussi vitale qu'elle est normalement, symboliquement, dans le film. Parce que lui, pour lui, l'amour, ce n'est pas faire plaisir à sa femme, ce n'est pas faire plaisir à son couple, c'est se faire plaisir à lui-même. Donc, toute la symbolique du film est très puissante à travers l'eau. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie, mais c'est aussi, pour aller un petit peu plus loin, et pour terminer, c'est aussi la mémoire de l'eau du film, mais ce qui est sûr, c'est que l'eau est un vecteur et est fortement lié à l'émotion. Et c'est tout l'intérêt du film. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, liker, partager, vous notifier, également commenter. Et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!